savoir un sujet qui porte sur une question, faut-il modifier les avantages familiaux retraite? Sujet d'actualité parce qu'un rapport a été publié récemment, en février 2015, de Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la Famille, instance chargée, vous le savez, de faire des propositions de réforme en la matière. Et tout ceci s'inscrit dans un contexte aussi lié à l'égalité homme-femme, puisque la loi du 20 janvier 2014 pour l'égalité femmes-hommes demandait qu'un tel rapport soit rédigé et transmis au Parlement par le gouvernement. Les objectifs sous-tendus par ce rapport sont multiples. Mais, il s'agit de réduire les écarts de pension entre les femmes et les hommes. Il s'agit de renforcer la cohérence et l'équité des dispositifs, de simplifier et harmoniser les dispositifs entre les régimes, puisque les situations sont très différentes. Et derrière l'objectif de simplification, il s'agit de rendre tout cela intelligible pour les familles, puisque les choses sont assez complexes à l'heure actuelle. Donc un plan classique, mais qui, on l'espère, sera éclairant, avec pour objectif de vous présenter, c'est un sujet assez technique, et en fait, on s'est fixé pour objectif de surtout vous faire cerner les enjeux de ce sujet. Donc il s'agira quand même de présenter les prestations en tant que telles, les dispositifs, d'en faire un rapide bilan, et de voir les débats complémentaires qui seront soulevés, et notamment en s'appuyant sur le rapport de Bertrand Fragonard, de vous présenter l'esprit des propositions de réforme présentées. Donc, avant toute chose, il paraît incontournable de dire de quoi on parle, évidemment. Donc, il s'agit de dispositifs, quand on parle d'avantages familiaux, non contributifs de notre système de retraite, donc des dispositifs de solidarité, qui ont pour objectif, en fait, majeur et incontournable, de compenser les effets de l'arrivée d'un enfant au foyer sur les carrières professionnelles, et notamment des femmes, et donc sur l'écart de pension homme-femme. La situation à l'heure actuelle, elle est inégalitaire. Les droits à pension des mères de famille sont inférieurs à celles des hommes, et ceci s'explique, on le comprend facilement, par l'activité professionnelle de nature différente, selon le type d'emploi ou la qualité des emplois occupés. On le sait, 30% des femmes ont des emplois à temps partiel. Le sujet de la difficulté d'articuler vie professionnelle et vie familiale se pose évidemment de façon concerne davantage les femmes, avec le manque de place en crèche par exemple. Et les inégalités de salaire persistantes sont évidemment à souligner, puisque 25% aujourd'hui d'écart entre un salaire de femmes et d'hommes dans le secteur privé demeure. Donc voilà, après la présentation des enjeux et avant la présentation des limites et des pistes de réforme possibles, donc quel est ce dispositif? Donc, on essaie déjà de le présenter un peu globalement. Comme vous pouvez le voir sur un plan global, sur les moyennes, c'est des dispositifs puissants, comme en parle souvent Bertrand Fragonard dans son vocabulaire. On passe la ratio entre les hommes et les femmes de 47% à 57%. Donc effectivement, des apports relativement importants de ce dispositif. Deuxième point, il adresse, en tout cas il couvre majoritairement les familles nombreuses. Donc 80% des familles nombreuses aujourd'hui sont concernées par ce dispositif. Et 90% des femmes à la retraite ont des éléments de contribution de leur dispositif de leur pension associés à ce dispositif. On pourrait imaginer, voilà, c'est 8% des masses financières, 7,3% des masses financières, donc c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même, par rapport aux pensions, quand même 15 milliards d'euros au total. 2 tiers pour les femmes, 1 tiers pour les hommes. Donc on verra pourquoi il y a quand même 1 tiers des dispositifs familiaux aujourd'hui sur les hommes. Alors ça représente des moyennes, donc il faut relativiser toujours les moyennes. Les écarts peuvent être importants entre la fonction publique et le privé, des écarts importants en fonction du nombre d'enfants que l'on peut avoir. Plus on a d'enfants, plus les écarts seront importants. Donc plus les femmes seront pénalisées, plus il y a eu d'enfants, parce que les familles sont pénalisées dans leur carrière. Et il peut y avoir d'autres types d'écarts, notamment autour des catégories socio-professionnelles. Les écarts de salaire sont beaucoup plus importants pour les cadres et les ouvriers que pour les professions intermédiaires.
Donc ça, effectivement, c'est à relativiser. On peut toujours présenter des moyennes, mais il y a des réalités de terrain opérationnelles sur des catégories qui sont beaucoup plus, des femmes qui sont beaucoup plus pénalisées, si vous êtes ouvrier, par exemple, ou cadre, avec des écarts plus importants. Donc au-delà de ce dispositif global, ben voilà, on est autour de 3 prestations, dispositifs, difficiles à cerner en tout cas, qui ont été créés dans le temps. Pour bien les comprendre, il faut revenir sur le mode de calcul des pensions. Donc, sur quoi agit aujourd'hui chacun des dispositifs par rapport à chacun des dispositifs qui ont été créés. Alors, qui ont été créés pour la majoration de pension en 1945, donc on va fêter les 70 ans. Donc voilà, c'est 1945, création de cette majoration proportionnelle. Alors j'ai mis 10%, mais en réalité c'est un peu divers. Donc ça a été 10%, pour les régimes fonctionnaires c'est un peu différent, ça appelait plus, puisqu'au-delà de 3 enfants, c'est 5% par enfant supplémentaire. La majoration de durée d'assurance et l'assurance vieillesse par an au foyer a été créée en 1972, donc c'était la loi Boulin qui a créé ces dispositifs-là. Alors, il faut bien comprendre que ces dispositifs ont été créés à un moment où la famille était différente de ce que l'on pouvait considérer aujourd'hui. En 1945, il fallait favoriser les familles nombreuses pour le renouvellement des générations. On était sorti de la guerre, donc il fallait effectivement une natalité relativement forte. Donc il y a eu une volonté politique très forte de favoriser les familles nombreuses, plus de 3 enfants. 70, on est dans la fin du salaire unique au niveau des prestations familiales. Donc voilà, on a besoin de compenser la montée d'activité féminine. Donc on a créé ces activités, ces prestations-là pour pouvoir justement compenser cette montée en charge de l'activité féminine dans des catégories particulières. Donc pour revenir sur la formule de calcul, donc la pension de retraite, comme tout le monde le sait, donc, est calculée sur un salaire annuel moyen, donc calculé sur le régime général, je vais surtout parler du régime général, le salaire annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années. Il y a un taux qui est maximum de 50%, qui est le taux qui correspond en fonction du NAC, qui est proportionnel à l'âge de départ à la retraite, et la durée de cotisation. Et un deuxième ratio qui est la durée de cotisation par rapport à la durée totale. Donc, dernière réforme, 174 trimestres de cotisation maximum pour avoir les droits ouverts et 62 ans pour l'âge de départ à la retraite. Donc, si on part plus tôt, si on part pas plus tôt, on aura des décotes sur cote par rapport à ça. Donc, jouer sur la durée d'assurance, c'est jouer sur le facteur taux et sur le facteur le dernier ratio qui est la durée d'assurance. Donc, donner des trimestres supplémentaires, qui est le cas de la majoration de durée d'assurance, mais également l'assurance vieillesse prestation famille, c'est jouer sur ces critères-là. Donc ça influence vraiment directement le calcul de la pension. Alors sur la majoration de durée d'assurance, c'était 8 trimestres. C'est toujours 8 trimestres, sauf que ce n'est pas nécessairement fléché uniquement sur les femmes depuis quelques années. Donc les 4 premiers trimestres sont nécessairement pour les femmes, donc la mère de famille. Les 4 trimestres peuvent être sur option sur la mari. Donc là, effectivement, c'est un élément qui a été introduit par les directives européennes, suite à un arrêt plutôt européen. L'assurance vieillesse par an au foyer, donc on est sur une prestation qui est financée par la CNAF, on verra sur le financement tout à l'heure, mais c'est des trimestres quand on a une activité ou une activité réduite, pas d'activité ou une activité réduite, qui permet de financer, de cotiser pour des trimestres. Donc c'est la CNAF qui finance pour les mères de foyer majoritairement, qui sont aujourd'hui sans activité, on cotise des trimestres pour élever les enfants. Donc là, ça va jouer sur le salaire moyen, bien évidemment, puisque c'est du revenu qui est versé, et également ça va jouer sur le nombre de trimestres cotisés. La majoration, c'est différent, on prend la pension et c'est à l'arrivée de la pension, en fonction de si on a plus de 3 enfants, c'est 10% de la pension. Donc voilà à peu près les éléments. Donc c'est important effectivement de revenir pour savoir sur la formule de calcul, pour savoir sur quoi ça touche. Alors, j'ai présenté ces 3 dispositifs qui sont ceux présentés majoritairement dans le rapport Fragonard. En revanche, il y a d'autres dispositifs connexes, comme le minimum contributif ou le minimum garanti pour les fonctionnaires, donc qui permet effectivement d'avoir un nombre des montants cotisés minimum pour favoriser les personnes qui travaillent au regard de ceux qui n'ont pas eu d'activité et qui touchent le minimum vieillesse. Deuxième point, il y a les pensions de réversion également qui existent, qui sont des éléments qui
concerne majoritairement les femmes. Et puis, il y avait un dispositif qui est en cours d'extinction, qui est un départ anticipé, qui était pour les fonctionnaires. Au-delà de 3 enfants, il était possible de cotiser une quinzaine d'années et de partir à la retraite. Alors qu'une pension, certes limitée, mais il était possible de le faire. Ce dispositif est en cours justement d'extinction. Il a été supprimé suite à des arrêts de la Cour de justice européenne, je crois, justement, qui a contesté le caractère discriminatoire, en tout cas, de cette mesure, puisque les hommes ne pouvaient pas en profiter. Et le fait de l'avoir ouvert aux hommes obligatoirement l'a rendu non soutenable financièrement et a dû arrêter le système. Donc voilà. Donc c'est un débat qu'on pourra avoir aussi tout à l'heure sur le sujet. Donc voilà un petit peu les dispositifs, dans le détail, un peu moins dans le détail, mais en tout cas, qu'il faut retenir. Vous l'avez tous compris, les avantages familiaux permettent une égalisation entre les hommes et les femmes des durées validées, mais demeurent, ceci malgré une infériorité des durées cotisées, du fait des carrières heurtées des femmes liées à l'arrivée des enfants. Donc tous ces dispositifs comportent certaines limites, voire des effets pervers. Il s'agit d'en retenir les principaux, à savoir que la persistance des inégalités de pension continue d'interroger et motive d'ailleurs un tel rapport, étant donné que la pension des femmes est inférieure en 2012 selon l'adresse de 26% à celle des hommes. Quand même, c'est un peu interrogé. Il faut aussi donc, ceci s'explique par des trimestres mal valorisés, notamment la prise en compte du temps partiel est une réelle problématique que le rapport détaille. Et en fait, ce sont au-delà des avantages familiaux distribués lors du passage à la retraite, ce sont les écarts de revenus au cours de la carrière professionnelle qui impactent cette différence qui se répercute lors du versement des pensions. Il faut quand même un petit peu atténuer cette idée puisque des évolutions sont mentionnées. L'amélioration de la situation entre les générations, les pensions ne font que s'améliorer et un graphe en annexe pourra le montrer entre les années 30 et 70 notamment. Les carrières sont plus favorables pour les femmes liées à leur insertion sur le marché du travail, donc les pensions sont quand même s'améliorent pour elles. Les systèmes qu'évoquait Olivier, comme la pension de réversion ou le minimum vieillesse, contribuent aussi à améliorer ces pensions. Et le taux d'activité des femmes qui s'améliore, puisqu'il est d'environ 65%, doit être signalé, mais il faut quand même relativiser aussi cette information, puisque ce que représente le taux d'activité des femmes en ETP prouve bien que les postes occupés sont souvent à temps partiel, et donc précaires, avec des impacts sur la pension. Deuxième limite, il s'agit donc des projections financières qui sont préoccupantes, à savoir que ces dispositifs coûtent et coûteront encore plus cher d'ici à 2040. L'effet de Noria qui s'explique par une augmentation du niveau de pension, une augmentation du nombre de retraités tout simplement, qui fait que les dépenses qui devraient, si le système en l'état actuel n'évoluait pas, exploser, du moins largement augmenter. Le tout dans un contexte socio-économique que vous connaissez bien, avec des évolutions de la place de la femme, la cellule familiale qui évolue également, et un contexte de chômage qui peut aussi impacter toutes ces données. Une autre limite, ce sera la troisième et dernière, pour être synthétique, il s'agit de l'effet pervers que je laissais entendre au début, à savoir que certains droits familiaux, et c'est très valable pour la majoration de pension pour familles nombreuses, représentent un dispositif tout simplement anti-redistributif, car concerne principalement, on le voit, les hommes et les classes aisées. Et du fait de la proportionnalité au salaire, on voit que ça avantage clairement les catégories aisées. Il représente environ 4% dans la pension des hommes, alors qu'en moyenne, ça avoisine 13% dans la pension des femmes. Je parle des avantages familiaux de manière générale.
Donc de ce constat, de ces limites, de l'exposé des dispositifs, le rapport Frano-Gonard effectivement expose un certain nombre de pistes de réforme. Alors elles restent quand même relativement générales, on va dire, donc ça serait sans doute à détailler, mais en tout cas un effort a été fait effectivement d'avoir un consensus sur quelques pistes de réforme. Donc deux axes pour la réforme, donc d'un premier temps, effectivement, la politique de promotion. Donc, le premier, c'est qu'il faut quand même garantir, il faut promouvoir l'activité. Le premier facteur, si on veut gagner que les pensions des femmes, effectivement, rattrapent celui de celles des hommes, c'est déjà que les salaires soient les mêmes au niveau pendant la carrière et que les carrières soient les mêmes. Donc ça, effectivement, c'est un premier point, effectivement, donc la dépense active, et essayer de voir comment on peut, effectivement, activer de la dépense par rapport à ça. Deuxième, c'est l'amélioration des droits familiaux. Donc on parle de dispositifs qui ont été créés quand même il y a quelques dizaines d'années, donc 1945, 1972, il faut quand même les adapter à la réalité, au contexte actuel qui a nécessairement changé par rapport à cette période-là, et puis au contexte économique, puisque le rapport s'est mis dans un contexte d'iso-budget, pas d'augmentation de budget. On discutait, savoir si c'est bien ou pas, mais en tout cas c'était le cadre qui leur a été fixé, de dire bon, on a 15 milliards, comment on peut dépenser au mieux ces 15 milliards et pas arriver justement à 30 milliards en 2040. Donc trois scénarios, on ne rentrera pas dans le détail parce qu'ils ne sont pas nécessairement toujours très clairs d'abord devant, ou en tout cas clairs pour nous, mais en tout cas l'idée c'est bien de vous exposer les différents éléments qui pourraient être abordés. Donc des réformes effectivement plus ou moins d'ajustement, paramétriques, comme on le fait souvent dans le monde de la retraite, donc on modifie quelques paramètres de droite et de gauche, des réformes plus structurelles. Donc, on commence à revoir quelques conditions d'accès aux prestations et puis des réformes globales, comme ça peut être abordé d'ailleurs en 2013 au Conseil pour l'avenir des retraites, effectivement de refonte complète, de remise à plat des dispositifs et de voir ces aspects-là. Donc le premier des éléments, effectivement, c'est celui que vous avez pu voir dans les limites, hein, donc comment on peut faire pour que la redistribution, que le dernier décile des hommes soit le gagnant. On voit bien qu'il y a quand même un problème de ce côté-là, en tout cas il y a quelque chose à regarder, et la mise en place d'une majoration forfaitaire, plus que proportionnelle effectivement à la pension, pourrait être de nature effectivement à lisser et à redistribuer des moyens. Donc ça, effectivement, c'est un élément qui est abordé. Après, la cohérence, la fusion de dispositifs comme la MDA et la VPF, qui semblent quand même redondants. Donc, voir effectivement s'il n'y a pas matière à recorriger un peu ces aspects-là. Donc, sachant que dans le projet de réforme globale, vous avez peut-être vu passer dans la littérature le terme de NOVAP, qui est alors, nouvelle validation, je ne sais même plus ce que c'est, parentale, voilà. Une nouvelle validation parentale, effectivement, qui permettrait de revoir l'affectation des trimestres auprès des femmes. Alors tout ça, effectivement, c'est de l'affectation, c'est du fléchage vers les femmes, c'est de la compensation vers des difficultés de carrière que peuvent rencontrer les femmes. Les projections laissent penser qu'il y aura toujours un écart. Aujourd'hui, on n'est pas capable de démontrer qu'il n'y aura plus d'écart, qu'il y aura un rapprochement. Donc cet écart-là, lié à l'arrivée d'un enfant dans le foyer, voir comment aujourd'hui la société peut le compenser et éviter effectivement qu'au niveau de la pension, il puisse y avoir un écart. Si on résume dans les réformes qui ont été faites par exemple par les Allemands, ils ont fait un choix de cellules familiales, c'est-à-dire qu'au sein d'une cellule familiale, qui est divorcée ou pas, proportionnelle à la durée de vie en commun, si un des deux fait un sacrifice par rapport au deuxième, je ne dis pas l'homme ou la femme, en tout cas qu'il y a un sacrifice par rapport à la gestion de carrière du deuxième. C'est au moment de la pension, les revenus sont mutualisés. Là, on est sur un split des revenus. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être intéressants en termes de réforme, de dire s'il y a effectivement un choix de couple, qu'il y a une carrière qui soit favorisée par une autre, et bien qu'au niveau de la pension, cet écart-là n'apparaisse plus, qu'effectivement le couple puisse en profiter, qu'on puisse effectivement remettre au pot commun la pension de l'homme et de la femme et le découper en deux au prorata temporis, effectivement, de présence ensemble. Donc voilà, ça c'est des axes, c'est des réformes possibles. Donc voilà, qui ont été mises, qui ont été couchées sur le papier avec un certain consensus. Je dirais que la majoration de 10% semble être effectivement un bon client et une réforme, en tout cas sur ces tranches les plus élevées par rapport aux conditions, qui permettrait effectivement de diminuer certaines inégalités, une inégalité assez frappante. Donc dans les pistes de réforme, ce qui est important, c'est on est dans le système de retraite, donc nécessairement il y a de la progressivité.
Donc il y a la réalité d'aujourd'hui et la réalité de demain. Et il faut être capable d'anticiper sur les 20, 30, 40 années prochaines comment aujourd'hui notre système va évoluer. Donc la progressivité est un axe important, effectivement. On peut difficilement peut-être remettre en cause les choix pour ceux qui sont pensionnés aujourd'hui. Alors enlever 10%, ils ne seraient peut-être pas beaucoup, mais pour l'avenir, voir comment on peut transformer notre système de maintenant, tel qu'il existe aujourd'hui, de maintenant dans 30 ans, 30 ans, 40 ans. Les incidences sur le régime complémentaire, donc tout impact sur le régime obligatoire, un impact sur le régime complémentaire, donc là l'agir Carco, donc voilà ce qu'il en est par rapport à ça. Il y a des vases communicants qui s'exercent entre les deux. Les majorations ne sont pas les mêmes, l'agir Carco avec le régime général, donc là aussi il y a de l'aliment à faire. Les informations nécessaires des publics concernés, on parlait de la majoration des 8 trimestres, 4 trimestres, plus de 4 trimestres. Bon, qui le connaît? Réellement pas. Donc aujourd'hui, par défaut, c'est effectivement la femme, mais si on veut aller jusqu'au bout de la logique, il y a un défaut d'information par rapport à ça, mais il n'y a pas que ça également. Et le mode de financement. Donc le financement de ces dispositifs aujourd'hui, c'est la CNAF, via le Fonds de solidarité vieillesse, et la CNAF en direct sur les régimes de retraite, mais également le régime de retraite lui-même. Donc voilà, comment on arrive à financer cet objet, sachant que, en tout cas, c'est ces dispositifs qui représentent quand même des sommes relativement importantes, des sommes importantes pour la CNAF, donc, et des sommes pour la branche famille, et puis des sommes importantes pour la société tout globalement. Au regard de tous ces éléments, il s'agissait de répondre à la question « faut-il modifier ces avantages ?» Question complexe, vous l'avez compris, mais bien entendu, on peut toujours s'améliorer. Et des choses qui doivent être faites pour améliorer le dispositif, ne serait-ce que compte tenu de l'impact si rien n'était modifié. Ceci dit, ça soulève de réels débats. D'autres questions. C'est une réforme qui est globale, qui a un impact sur les politiques familiales, le système des retraites, le système de financement. Donc la première question qui nous est venue, sachant que les supprimer totalement n'est pas à l'ordre du jour, il ne serait ni souhaitable, pour faire écho à la question de la progressivité, la prise en compte des nouveaux retraités actuels, les supprimer n'est pas une seule chose à envisager, mais donc les modifier, les améliorer pour que le système soit cohérent et plus juste. Là est donc l'objectif du rapport. Je le disais, les débats complémentaires, donc la question se posait de la faisabilité et de l'opportunité politique, ce qui nécessite une réelle volonté, une priorisation de ces questions-là qui sont délicates socialement, évidemment. Le type et le degré de redistribution à privilégier est aussi une vraie question, puisqu'il s'agirait de redistribuer entre l'homme et la femme, entre les familles nombreuses, les familles moins nombreuses et les familles pourquoi pas sans enfants. Les classes, le débat aussi de redistribution entre les classes aisées et les classes plus modestes. Ensuite, une autre question, c'était de savoir si c'était au système de retraite et aux politiques familiales de compenser les inégalités du marché de l'emploi. Et là, nous étions tout à fait d'accord pour dire qu'une action complémentaire, comme le suggère d'ailleurs M. Fragonard, est essentielle, à savoir que l'action en amont sur l'aide aux femmes au cours de leur carrière, l'aide en termes de conciliation vie professionnelle, vie privée, est un réel levier. De même que les actions qui pourraient être effectuées en visant à réduire les écarts de salaire, la lutte contre les stéréotypes, la promotion de certains emplois aujourd'hui très féminins pourraient être des pistes pour agir sur ces leviers-là. D'autres questions qu'Olivier voulait évoquer? Excusez-moi. On va essayer de revenir en arrière. Donc, quel serait l'impact d'une réforme en termes de conformité aux politiques de l'UE? Effectivement, on voit quand même que l'Union européenne est beaucoup dans la non-discrimination. Donc, l'égalité hommes-femmes jusqu'au bout. Donc, pas de discrimination. Donc, on veut flécher les prestations aux femmes. Le risque existe effectivement que derrière, ce qui a pu se passer d'ailleurs sur la MDA et sur le départ anticipé pour les fonctionnaires, que les hommes puissent en profiter au titre de la non-discrimination et que derrière, effectivement, on se retrouve avec des prestations qui ne sont pas possibles d'être fléchées par les femmes. Donc effectivement, il y a cette considération-là qu'il faut bien appréhender, qu'il y a une politique européenne avec une non-discrimination dont il faut tenir compte. Donc je pense qu'aujourd'hui, avoir des trimestres pour un accouchement
tout à fait logique. Après, on verra ce qu'il en sera par rapport aux interprétations européennes. Quelle égalité de traitement entre les régimes? Là, effectivement, on a une vraie disparité entre les régimes des fonctionnaires, mais les régimes spéciaux aussi, et les régimes de règle générale. Aussi, là, on veut harmoniser, mais l'harmoniser comment? Est-ce que c'est politiquement faisable? Qu'est-ce que l'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps par rapport à ça? Quel équilibre entre le dispositif de compensation et le mécanisme d'accompagnement? Donc là, ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est quand même d'accompagner au mieux les femmes pour qu'elles puissent avoir des revenus supplémentaires et pas qu'on compense, donc qu'on soit vraiment dans la prévention et pas dans la compensation. Donc voilà, comment on peut faire, comment on peut monter en charge un système de compensation supplémentaire, comme on peut le faire aujourd'hui sur les places de crèche, et jusqu'où on peut aller dans un contexte de liberté quand même, où la femme peut avoir son libre choix quand même de dire je préfère rester au foyer plutôt que d'aller au travail. C'est un choix aussi, donc c'est un choix de société dont il faut discuter également. Femme ou l'homme d'ailleurs, qui peut rester au foyer. Dans un contexte effectivement d'une prestation de la prépa qui vient d'arriver, hein, donc, où on veut effectivement garantir l'égalité entre les deux. On ne ferait pas non plus derrière que les inconvénients faits pour les femmes arrivent aussi pour les hommes. Donc il faut vraiment qu'on arrive à équilibrer tout ça. Quel avenir pour les pensions de réversion? Donc là, c'est des pensions financiers qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on connaît sur les dispositifs, donc c'est 3 ou 4 fois supérieur pour les pensions d'inversion. Ouvert qu'au mariage. Si demain ça s'ouvre au Pacs et aux autres types d'unions, qu'est-ce qui se passera financièrement et comment on sera capable de soutenir tout ça, qui sont aussi des dispositifs familiaux, connexes, mais qui peuvent effectivement ouvrir des débats qui peuvent être financièrement insoutenables au final. Donc voilà.